Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Au menu ce soir, Université de Yaoundé 2, pas de thèse professionnelle. Le recteur de cette université déclare nul et de nul effet déclare nul et de nul effet la thèse de doctorat PhD en droit public soutenue par Gilbert Ngomou le 8 février dernier à la faculté des sciences juridiques et politiques. Cette décision fait couler beaucoup d'encre et de salive, d'autant qu'elle met en scène deux éminents enseignants. Comment et pourquoi en est-on arrivé là? Les invités de Scène de Presse s'essayent à quelques réponses. Sénatorial 2018, le choc des ambitions. À quelques jours de la date limite de dépôt des candidatures à Elekam, c'est le branle-bas dans les partis politiques engagés dans la course au sénatorial. Ils sont 7 sur la ligne de départ, alors que 2 partis, le MRC et l'AFP, se sont déclarés non partants. Scène de Presse questionne ce refus et piste les chances de succès des candidats engagés dans la course. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, le zooming et le focus. Et maintenant, faisons connaissance avec nos invités du soir. C'est en mode selfie. Je suis Philippe Soa, je suis journaliste, rédacteur en chef de Baromètre communautaire, un journal d'information générale de la zone CEMAC paraissant le jeudi à Yaoundé. Avec déjà plus de 7 formations politiques qui ont annoncé leur intention de participer au sénatorial de cette année, on peut déjà dire que le scrutin de 2018 suscite déjà plus d'engouement que celui de 2013 au sein des formations politiques. Mais en dehors du RDPC, la composition du corps électoral permet de dire que les autres partis politiques courent vers une défaite certaine. Dès lors, on peut se demander quelles sont les motivations réelles qui font de leur engouement à participer à un tel scrutin. Discutons-en tout à l'heure à Scène de Presse. Bonjour, je suis Jean-François Chanon, rédacteur en chef délégué au quotidien privé Le Messager. Mais il y a d'autres partis qui ont des conseillers municipaux qui ont décidé de boycotter cette élection. Je pense au MRC. En fait, le MRC est dans une dynamique politique bien précise. Laisser le RDPC, par exemple, compte tenu de son incapacité à pouvoir contrôler cette élection avec le nombre de 19 conseillers seulement qu'ils ont, de laisser le RDPC d'avoir sa majorité obèse. Ça, c'est une tactique politique bien connue. On en parle tout à l'heure dans le cadre de Scène de Presse que je suis heureux de retrouver. Je suis le docteur Richard Macron, je suis chercheur en sciences sociales. Les élections sénatoriales auront lieu au Cameroun dans quelques jours. Mais déjà, certains partis politiques se sont déclarés non partants à cette importante consultation, au motif que les règles du jeu leur sont défavorables et que l'ordre gouvernant en place confisque l'agenda politique et contrôle seuls les cycles électoraux. Ces partis politiques considèrent que les jeux sont faits d'avance. Je suis de cet avis. Bonsoir, je suis Simon Meyanga, je suis journaliste à la direction des organes de presse, de l'information et de la propagande du RDPC. Je suis également le chef service de la communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun. Sénatorial 2018, le match avant le match. Le RDPC sera de la partie avec la conviction de remporter, sinon la majorité des sièges, mais la totalité des sièges également qui sont mis en compétition parce que le parti est fort de son étendue, fort de son assise territoriale, fort de la composition du collège électoral qui est constitué de conseillers municipaux, des conseillers municipaux qui sont apparentés RDPC pour la majorité. Voilà, retour sur le plateau de Scène de Presse pour l'ouverture du débat. Ouverture du débat, surtout sur une note triste. On est toujours officiellement sans nouvelles du sous-préfet de Batibo, Namata Joseph Diteng. Jean-François Chanon, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre journal, Le Messager, s'est prononcé contre ce que vous-même vous qualifiez de barbarie lorsque nous parlons de l'enlèvement de ce sous-préfet. C'est peut-être pas l'expression barbarie, je ne sais pas très bien à quoi ça renvoie. Mais permettez-moi, puisqu'on est dans une note triste, en quelques secondes, de saluer la mémoire d'un grand cinéaste africain qui nous a quittés ce jour, Idrissa Odraigo,
burkinabé, qui a fait beaucoup de films, qui a honoré l'Afrique, qui a été étalon Yenenga en 91, qui nous a quittés aujourd'hui. C'était un ami, je me devais, au moment d'une prise de parole, et les téléspectateurs de la CRTV le comprendront, que c'est assez bouleversant de perdre un grand monsieur comme celui-là. Et cela dit, je dis, ce n'est pas acceptable que l'on s'attaque à l'autorité publique dans une situation comme celle-là. Tout comme ce n'est pas acceptable que l'on puisse tuer des gendarmes, que l'on puisse tuer des policiers. Mais aussi, ce n'est pas acceptable que des populations, dans une crise comme celle-là, vivent dans un stress permanent. Parce que quand on envoie l'armée sur un terrain comme celui-là, l'armée ne va pas caresser des gens. Il y a toujours des morts. Il est peut-être temps que les Camerounais, notamment ceux qui nous gouvernent, comprennent qu'on devrait peut-être trouver une solution rapide par rapport à ce qui n'est plus une crise, mais une guerre en territoire. Ce sont des Camerounais partout, nord-ouest, sud-ouest, ce sont des Camerounais. Et la grande majorité de ces populations ne sont pas des sécessionnistes. Ce sont des Camerounais qui ont besoin d'écouter leur président, qui ont besoin de voir leur président venir les rencontrer, parler avec eux. Et maintenant, j'ai une pensée particulière pour la famille de ce sous-préfet qui doit vivre une situation de stress horrible en ce moment. Et je pense que ceux qui détiennent ce sous-préfet doivent comprendre que la mission du sous-préfet, qui est une mission de service public, qui est une mission de commandement, d'administrateur civil au niveau des populations, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas lui qui règle ce genre de choses. Il vaut mieux comprendre que remettre ce sous-préfet à sa famille, à ce monsieur d'abord, qui est d'abord un Camerounais, qui est un être humain, remettre ce monsieur à sa famille. Et nous, au messager, justement, on a donné l'information pour dire que le sous-préfet est introublable. Et nous souhaitons de tout cœur que rien ne lui arrive, qu'il retrouve sa famille et que ceux qui sont censés comprendre la gestion de cette crise, que ce soit les tenants du pouvoir, que ce soit ceux qui pensent qu'ils peuvent créer une république virtuelle, comprennent qu'il y a d'autres Camerounais qui vivent dans le nord-ouest aussi, qui ont besoin d'être Camerounais et que cette situation doit s'arrêter. C'est entendu, Philippe Soie. C'est également votre souhait qu'on retrouve le sous-préfet, mais également que les auteurs de cet enlèvement répondent de leurs actes devant la loi. Je crois que c'est le bonsoir et bonsoir à mes copanélistes, à vos téléspectateurs. Je crois que c'est le minimum que nous pouvons exiger. C'est-à-dire que autant on peut comprendre que certains Camerounais trouvent à redire sur la manière dont l'État est gouverné, sur la forme de l'État et autre chose, autant je crois, comme nous devons tous le savoir, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et ce sous-préfet est un citoyen camerounais qui a des droits, notamment celle de disposer de lui-même, et le retenir contre son gré est un acte grave, n'est-ce pas, contre la Constitution. Et pour lui, qui est une autorité administrative, c'est également une défiance contre les institutions et contre l'État. Je suis d'ailleurs assez surpris que, on va dire, les combattants ou les protestataires en viennent à s'en prendre au-delà des bâtiments qui sont des institutions inanimées, à des individus qui représentent l'État, parce que je crois que c'est contre-productif pour leur cause. Et ça rend la tâche extrêmement difficile pour ceux qui ne sont pas directement engagés dans aussi bien la revendication et qui partagent, au moins en partie, n'est-ce pas, certaines de leurs complaintes. Mais dans ces conditions, ça devient extrêmement difficile, n'est-ce pas, de défendre leur cause. Et je crois qu'ils prêtent le flanc à une aile va-t-en-guerre, n'est-ce pas, au niveau des pouvoirs publics, qui va simplement concourir à rendre la situation beaucoup plus complexe et difficile, n'est-ce pas, à régler qu'elle ne l'est déjà, parce que cela va certainement accroître le risque de dégâts collatéraux. Je parle, et François Chanon l'a évoqué tout à l'heure, des populations qui ne demandent qu'à continuer à vivre sereinement et qui vont se retrouver pris entre deux feux parce que soit on soupçonne qu'elles cachent ou ne livrent pas
les auteurs de ces actes, soit qu'elles sont complètes. J'espère que les forces de sécurité font tout pour le retrouver, et je l'espère sain et sauf, mais surtout que ces gens ne réussissent pas, comme cela arrive souvent, n'est-ce pas, à échapper à la justice. C'est noté. Il est bien que la justice, n'est-ce pas. C'est noté. Docteur Richard Makon, bonsoir. Bonsoir, madame. J'imagine que vous partagez l'avis de Philippe Soie, notamment en ce qui concerne cet attentat contre l'institution qu'incarne le président de la République. Je partage et je me sens relayé dans les propos qui ont été tenus par mes amis du panel. Cette situation m'inspire trois principales considérations. La première considération est essentiellement sécuritaire. Il y a eu manifestement une faille dans la sécurité qui a permis que cet acte ignoble soit commis. Et ce n'est pas simplement le sous-préfet qui a été touché, qui a été considéré par cet acte. Il y a des populations qui ont subi les conséquences de ces actes et il y a des forces de l'ordre et de sécurité qui également ont été impliquées dans cette situation extrêmement regrettable. La deuxième considération est politique. C'est un attentat qui a lieu le jour du 11 février. Et donc, du point de vue politique, il y a là manifestement une volonté de toucher de façon claire à l'État, à ce que l'État représente dans sa philosophie, mais également du point de vue de ses institutions. Et la troisième considération est essentiellement symbolique. Le sous-préfet, du point de vue de la déconcentration du pouvoir de l'État, représente l'exécutif, mais pas seulement l'exécutif, représente la figure suprême de l'État qui est le président de la République. Ce n'est pas pour rien que communément le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur sont appelés chefs d'État. Ils représentent le pouvoir suprême. Et là, il y a donc une sorte de profanation de la figure suprême de l'État. Et c'est un attentat au-delà de l'attentat sur l'homme, c'est un attentat contre les institutions. C'est un acte extrêmement grave et je suis tout à fait d'avis avec ce que Philippe vient de dire tout à l'heure. Cet acte qui a été posé traduit la volonté de ces assaillants et de ces rebelles de passer à une étape de plus, mais ça complique aussi tous les efforts de soutien et de considération de leur position. Il y avait dans l'opinion un certain nombre d'individus qui, ne partageant certainement pas la dimension de la lutte armée des actes qui étaient posés, mais comprenaient quand même les complaintes qui étaient celles de ces Camerounais, qui sont des citoyens camerounais, mais qui volontairement aujourd'hui se mettent en marge de la réglementation de la légalité républicaine et compliquent tous les efforts de soutien qui étaient manifestes ici et là dans l'opinion publique. C'est un acte très grave et nous espérons que ce sous-préfet sera retrouvé. Nous imaginons la douleur, le stress et la situation extrêmement difficile que ses proches doivent vivre en ce moment. Nous voulons simplement appeler nos compatriotes à plus de vigilance, qu'ils comprennent que la situation que nous vivons est une situation extrêmement grave, d'une crise identitaire. On est passé à une crise politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une lutte armée. Et dans une lutte armée, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que de perdants. Alors, vous avez dit tantôt que c'était un acte grave, Simon Muyanga, mais les organismes de défense des droits de l'homme et les relais médiatiques qui semblent souvent très prolixe lorsqu'il s'agit de jeter l'opprobre sur l'État ou sur l'armée camerounaise, semble quelque peu silencieux depuis ces effets, ces actes qui ont été commis depuis le 11 février dernier. Comment le comprendre? Bonsoir Lucrèce, je salue tous les téléspectateurs de la CRTV. C'est le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est ce silence radio. Des ONG, des défenses des droits de l'homme, d'une certaine communauté internationale, qui est souvent, vous l'avez dit, qui sont souvent promptes à critiquer les pouvoirs publics, de violer les droits de l'homme, de faire usage d'excès de force. Voilà que je mets entre parenthèses les symboles de l'État, tels que les bâtiments publics, le drapeau, etc., qui ont été profanés, brûlés, etc.,
voilà que les représentations de l'État sont, j'allais dire, assassinées au fur et à mesure. Des gendarmes sont égorgés, des militaires, etc., etc. Je n'ai pas entendu, peut-être que je me trompe, je peux me tromper, que l'on me pardonne si je me trompe, mais jusqu'à présent, je ne me souviens pas avoir entendu une seule condamnation d'une seule ONG, qu'elle soit nationale ou internationale. Hein. Nationale, il y en a plusieurs qui prolifèrent, qui sont souvent promptes à critiquer. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je n'ai rien lu. Maintenant, avec ce sous-préfet, que nous espérons tous être encore en vie, nous n'avons rien entendu. Donc, c'est donc ce jugement à deux vitesses, ce jugement, j'allais dire, dichotomique, ces analyses qui cachent donc, parfois, nous, quand on fait l'analyse politique, on se dit à qui profite le crime, au service de qui travaillent ces ONG. Sont-elles pour véritablement la défense des droits de l'homme? Ok, si tant est qu'on défend les droits de l'homme, l'homme c'est l'homme, qu'il soit du côté du gouvernement, qu'il soit du côté de la population. Et moi, je me refuse à dire que le gouvernement est là pour brimer les populations. Non. Tout n'a pas commencé avec la présence des militaires sur le terrain. C'est que justement, Richard l'a dit, il y a eu une gradation dans ce conflit qui fait qu'aujourd'hui, certaines populations sont prises en otage. Le président l'a bien dit, tout est clair maintenant. Lorsqu'on a tué des gendarmes, on continue à tuer des gendarmes. Mais voilà, tout un symbole, le sous-préfet d'une région, d'un arrondissement qui est porté disparu. Je pense que il n'y a pas pire provocation que celle-là. C'est un casus belli qui mérite que les auteurs, s'ils sont retrouvés, et je sais qu'ils seront retrouvés, qu'ils soient châtiés. Messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour reparler de la 11e de la fête de la jeunesse telle qu'elle s'est déroulée aux États-Unis, à Washington. Et c'est une correspondance particulière en zooming dans Scène de Presse. Ce lancement officiel de la 11e de la jeunesse pour la diaspora ici à Washington DC est un événement majeur à double enjeu novateur et enjeu historique. La 11e de la jeunesse est une innovation majeure et pour la première fois nous la lançons dans la diaspora et vous comprenez, c'est un signal fort du gouvernement en direction de cette diaspora pour dire quelle est partie prenante, comme l'autre jeunesse du terroir, au développement du pays. C'est sur le point historique que s'est focalisé son Excellence Henri Etoudi Somba, ambassadeur du Cameroun pour les États-Unis, lors de son mot de bienvenue au ministre de la Jeunesse et sa délégation. Les propos des jeunes leaders sur la sellette ont tourné autour du vivre ensemble, de la recherche de la paix et surtout de l'invite à l'inscription sur les listes électorales. C'est une occasion pour les jeunes du Cameroun et de la diaspora de s'imprégner du processus électoral. C'est une année électorale au Cameroun et nous pensons que les jeunes peuvent saisir cette occasion pour devenir maire ou député afin de prendre des bonnes décisions pour un Cameroun meilleur. C'est des jeunes qui fondent également beaucoup d'espoir en leur ministère de tutelle. Nous attendons beaucoup d'actions de la part de notre gouvernement pour soutenir ces jeunes, ici aux États-Unis, partout de par le monde et bien sûr au Cameroun, à tenir leurs projets d'idées à un fruit et de réunir ce pays que nous aimons, que nous adorons et le voir grandir. Son Excellence Monona Fosso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, a saisi l'occasion pour la politique gouvernementale envers la jeunesse camerounaise de l'intérieur comme de l'extérieur, avec en prime le plan triennal spécial jeune de montant de plus de 200 millions de dollars, annoncé le 10 février 2016 par le chef de l'État. Beaucoup de programmes gouvernementaux existent et vous connaissez le plan triennal spécial jeune doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA et qui aujourd'hui est opérationnel avec ses premiers bénéficiaires, donc y compris les jeunes de la diaspora qui sont aujourd'hui enregistrés à la plateforme à hauteur de 3100 jeunes
de la diaspora. C'est sous un air de couleur, avec prestations artistiques et surtout remise des prix aux jeunes et associations de jeunes qui se sont distingués dans tous les secteurs d'activité, que va s'achever ce lancement officiel de la phase diaspora de la 52e fête de la jeunesse du Cameroun à Washington DC. De Washington DC justement, je suis Théodore Nana. Place à la deuxième une de scène de presse. Nous le disions en titre. Le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Minkwachi, a déclaré cette semaine nul et de nul effet la thèse de doctorat soutenue le 8 février par Gilbert Goumou à la faculté des sciences juridiques et politiques, dont le professeur Magloire Ondoa est le doyen. Richard Macon, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en milieu universitaire. Que s'est-il passé? Je ne pense pas que ce soit un sujet qui fasse couler beaucoup d'encre. Vraiment? À ma connaissance, il n'y a aucune... Qui défrait la chronique tout au moins? Peut-être dans les médias. À ma connaissance, à l'université, il n'y a aucune autorité universitaire qui s'est exprimée sur la question, ni la tutelle. On n'en parle pas dans les couloirs, on n'en parle pas dans les amphis, on n'en parle pas du tout? Je n'ai pas l'habitude de commenter des bruits de fond. Je suis un analyste qui... analyse du point de vue de la phénoménologie ce qui se passe de façon concrète dans la société. J'ai aussi appris qu'il y avait une annulation d'une thèse soutenue à l'université et lorsque je me suis enquis, j'ai appris que une thèse qui avait été soutenue, une soutenance qui a eu lieu, a été annulée par le recteur qui officiait ainsi en tant que principal responsable administratif de l'université et la plus haute autorité académique. Et donc, cela ressortit clairement de sa compétence d'annuler, s'il estime que cela est nécessaire, une soutenance qui a eu lieu dans son campus. Maintenant, l'université est totalement calme, le chapitre est apparemment clos, en attendant qu'il y ait peut-être des rebondissements. Non, il y a eu un fait et celui qui est chargé d'assurer la police administrative et la police académique a tranché. Et donc, si la situation perdurait, on serait peut-être à même ou en droit d'attendre l'arbitrage des plus hautes autorités de l'État, mais à ma connaissance, ni les autorités universitaires, ni les enseignants d'université qui vivent dans le campus, aucun de ces corps ou représentant de ces corps n'a estimé qu'il était nécessaire de s'exprimer sur la question. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas un événement particulier. Alors, l'événement, c'était donc le 8 février dernier, cette soutenance qui portait sur le thème « Commande publique et gouvernance au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ». Et cette thèse avait pour président du jury le professeur Bipoun Roum. Alors, Jean-François Chanon, le Messager cette semaine a titré, et je cite, « Le professeur Minkwa désavoue le professeur Magloire Ondoa ». Fin de citation. Quels sont les éléments qui, selon vous, sous-tendent ou soutiennent, fondent ce désaveu? Bien, voyez-vous, il y a une lettre du ministre, du recteur de l'université de Yaoundé 2 qui se retrouve dans les réseaux sociaux authentiques. On ne sait pas très bien comment c'est arrivé. Une lettre adressée à un de ses collaborateurs se retrouve dans les réseaux sociaux publiés. Alors maintenant on saisit l'affaire au bon, on vérifie effectivement si cette lettre est vraie. On se rend compte effectivement qu'elle est authentique. Elle est authentique. C'est-à-dire que c'est une lettre qui a été adressée au professeur Magloire Ondoa. Non, le journaliste collecte, a besoin des informations. Quand c'est rendu sur la place publique, nous avons le devoir de donner l'information. Que demain, on ne nous taxe pas d'avoir camouflé une affaire qui était devenue déjà dans l'espace public, puisque les réseaux sociaux font partie désormais de l'espace public. On a juste rayé cela, parce qu'effectivement, la tonalité de la lettre, c'est un désaveu d'un de ses collaborateurs qui vraiment vous posez des questions. C'est une très longue lettre qui rappelle un ensemble de faits adressés à un collaborateur direct qui est quand même doyen de la faculté des sciences juridiques.
C'est assez cette grave. lettre dont vous parlez, j'étais d'abord par rapport à vous, en vous répondant par rapport à ce que vous avez dit. Elle parle d'absence d'autorisation d'inscription à la préparation. C'est un ensemble d'accusations très graves vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que c'est un gars supposé être vendeur au marché de Mokolo qui est subitement retrouvé en train de soutenir une thèse. Donc il n'a aucune inscription. Oui, si vous voulez que je parle ici. Selon la lettre du recteur. D'inscription effective, c'est la deuxième raison. Et puis il y a encore un manque d'autorisation de soutenance précise. On se demande donc comment fonctionne l'université de Yaoundé 2. Comment un doyen peut avoir autorisé? Jusque-là, je crois que le professeur Magloire Ondoa ne s'est pas encore publiquement exprimé. Peut-être l'enquête, je crois, administrative ou bien même des services de police, puisque c'est une affaire grave, de filouterie, de doctorat. On peut appeler ça comme ça, je ne sais pas si très bien. Vous êtes responsable de vos propos. Non, mais je dis, puisque si le recteur dit que, l'auteur de cette soutenance n'a aucune inscription effective, et 2, il n'a pas d'autorisation de soutenance effective, c'est quoi? C'est de la filouterie de soutenance. Donc, vous voyez une accusation grave comme ça lancée à l'endroit d'un éminent professeur de droit. De la fine fleur qu'on a pratiquement à l'université camerounaise. Quand on l'accuse aussi publiquement, dans l'espace public, ça devient un problème. Moi, je peux être plus sérieux, c'est pour dire que il faut qu'on accepte désormais que ce genre de spectacle n'existe plus dans l'université camerounaise. Vous avez vu les classes... Donc, je termine par là. Juste en quelques secondes, en quelques secondes. Qu'on ne soit pas obligé de mettre dans l'espace public peut-être même s'il y a une faille d'un collaborateur, que ça se retrouve comme ça. Peut-être que la lettre était adressée à son collaborateur qui a donc rendu public cette lettre. Au point d'alimenter les médias. Et docteur Richard Makon a raison de dire que, je ne le paraphrase plus, qu'il n'a pas vent de dire, d'entendre qu'un tel scénario puisse exister. Il a été très pourri dans ses thèmes. Je comprends que, bon, universitaire de son état aussi. On aimerait quand même savoir, Philippe Soie, comment est-ce que cette affaire, je vais le dire ainsi, comment est-ce que cette affaire a pu arriver? Il y a quand même eu une annonce. Il y a quand même eu un communiqué, il y a eu la CERTIVI qui s'est déployée sur le terrain. Comment se fait-il que le recteur ait appris, comme il le dit dans la lettre, qu'il ait appris cette soutenance-là en regardant le journal? Comment est-ce que vous comprenez cela? Je ne le comprends pas. Je le comprends d'autant moins que entre la lettre adressée au doyen, il y a d'autres éléments. Il y a par exemple l'autorisation de soutenance. Parce que je sais que pour soutenir le candidat, n'est-ce pas? Il y a d'abord l'autorisation d'inscription. Oui, ma femme, il y a d'abord ce préalable. Oui, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'il est inscrit de manière régulière? Dans l'autorisation de soutenance que moi j'ai lu, celui qui a signé cette autorisation de soutenance indique bien que le candidat remplit les conditions d'inscription sur les 3 ans, plus tous les autres frais administratifs, que son directeur de thèse, le professeur Magloire Ondoa, a apporté un ensemble d'éléments qui prouvent que... Co-directeur. Oui, que le travail de recherche a été fait. Et que c'est sur cette base-là qu'il autorise, et il a transmis cette autorisation de soutenance au rapporteur. Parce qu'après, on a désigné des rapporteurs et c'est pour cela qu'on a constitué maintenant un jury. Donc, je suis étonné que dans la lettre maintenant du recteur, que je retrouve qu'il n'y a pas d'inscription, qu'on a changé la nature du diplôme qui fait l'objet de soutenance, parti d'un doctorat professionnel pour un doctorat PhD. Et l'élément de fond, c'est plus fort, l'absence de fondement juridique. Je me rappelle quand même qu'il y a eu une cérémonie officielle de lancement des doctorats professionnels qui était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier de l'ordre académique. Je m'étonne qu'il puisse organiser une telle cérémonie sans que les services compétents ne se soient assurés que ce diplôme a
toutes les garanties légales nécessaires. Je rappelle également en quelques secondes, que c'est au terme de 3 années de préparation qu'on arrive à la phase de la soutenance. Donc, je me demande comment, pendant les 3 ans, non seulement ce candidat, mais tous les autres, parce que lui, c'était juste le premier. Et on donc, parle d'une centaine de candidats. Bien. Et donc, je crains maintenant que nous entrions dans un sport que nous apprécions au Cameroun, le juridisme. Parce que là, j'anticipe sur la cascade de procès auxquels l'Université de Yaoundé va devoir faire face pour des gens qui ont payé régulièrement 1 million de francs quand même là, sur 3 ans, avec la 1 million 600 000. N'est-ce pas? Avec la promesse, n'est-ce pas? C'est environ un peu plus de 4 millions et demi que les candidats ont dépensé. Donc, filouterie pour filouterie, lorsque l'université va se retrouver à répondre maintenant de la filouterie sur cette formation apparemment qui n'a pas lieu, je me demande comment il va se tirer d'affaire. Simon Moyanga. Ben, je tombe de nu en écoutant les explications. J'ai lu la lettre dans les réseaux sociaux moi également. Même si je reconnais au recteur le droit d'assurer la police académique, la police administrative à l'université, et je pense que c'est cela qu'il est question dans la lettre du recteur qui cite le fait qu'il n'existe pas, en l'état actuel des textes au Cameroun, un doctorat dit professionnel. Il le dit clairement. Un doctorat professionnel, un PhD. Voilà. Donc il le dit. Et il dit également qu'il n'y a pas d'inscription. Il y a qu'est-ce qui est erroné? L'autorisation de soutenance est erronée, etc. Mais c'est très grave ce qui a été dit par le recteur. Et je pense que un homme réfléchi comme le professeur Mikoa ne peut pas prendre sur lui d'écrire à son collaborateur en ces termes-là, en lui rappelant les dispositions légales et juridiques en la matière. Et précisément de l'article 12 de l'arrêté du MINESUP du 21 septembre 1999 portant organisation du cycle de doctorat dans les universités d'État du Cameroun. Donc, il lui a rappelé, il a pris ses responsabilités. Je ne suis pas sûr que c'est lui, le recteur, qui a balancé la note qui doit être interne dans les réseaux sociaux, mais au niveau de l'université, il a pris ses responsabilités. Et je pense que c'est pour cela que le doyen, qui sait au recteur le droit de regard sur ce qui se passe, sur le fonctionnement de l'université, n'a pas réagi. C'est 2 grands enseignants, 2 éminents enseignants, qui se sont déjà retrouvés et qui ont trouvé un terrain d'entente. Si tant est que, et ça je refuse de croire ça, Philippe Soa, que le recteur n'est pas au courant des derniers développements en matière d'enseignement de doctorat. Non, il a juste fait quelques rappels. Hein. Donc je pense que le doctorat professionnel a été officiellement lancé. Ils vont trouver un terrain d'entente, mais comme on aime bien la polémique au Cameroun, heureusement que l'université, elle continue à fonctionner normalement. Et je dis même que la position, la position même du recteur... Il y a un fait avéré. Oui. Rien n'a été créé là. Cette position du recteur contribue à donner du crédit à l'université camerounaise et à donner du crédit au suivi de l'encadrement des étudiants. Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet pour dire ça. Non, juste pour trancher. Ce n'est pas ça le sujet. Non, vous nous allez pas analyser. Je peux me tromper. Vous avez peut-être la science infuse, mais moi je peux me tromper. Je pense que ce rappel à l'ordre du recteur participe de la crédibilisation de la formation au Cameroun. Dans l'université Cameroun. Je voudrais, docteur Richard Macon, vous passer la parole pour que vous nous disiez qui doit trancher et qui peut trancher dans cette affaire. Lorsqu'on sait que, comme Philippe Soa l'a dit, il y a des fonds qui ont été engagés, c'est à peu près 1,5 million, voire 1,6 million par an, dont 4,5 millions pour les 3 ans. Si on parle de 100 étudiants, d'une centaine d'étudiants, on est à peu près à 1,5 milliard de francs CFA qui ont été déboursés par les étudiants. La faculté a pris une partie. Le rectorat a certainement pris une partie, ou bien prendra également une partie. Et finalement, on se retrouve, les étudiants se retrouvent, comme on dirait au quartier, au carrefour. Finalement, qui est-ce qui doit trancher dans cette affaire? Qu'est-ce qui doit être fait? D'abord, je souhaiterais dire qu'il ne me revient pas de commenter les décisions qui ont été prises par les autorités universitaires, étant moi-même
de l'université. Donc ça, je c'est me déjà plie entendu, à la docteur décision qui a été prise. Il a peur, hein? Non. Je suis simplement bien élevé et je respecte les règles administratives qui m'obligent en la matière. Maintenant, il y avait déjà eu, au moment de l'avènement du décret de 1993, un important débat. Parce que la Constitution est claire en son article 26, alinéa F, sont du domaine de la loi, entre autres le régime de l'éducation. Et donc les décrets qui avaient été pris en 1993 l'avaient été fait en violation de la Constitution. La loi d'orientation de 2000 sur l'enseignement supérieur avait pour vocation à corriger ce vice extrêmement important. Aujourd'hui, si la question du doctorat pose problème, c'est le président de la République, en vertu de l'article 5 alinéa 2 de la Constitution, qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Et donc ce pouvoir de régulation, il peut le déléguer, et comme il le délègue quand il nomme un membre du gouvernement, le ministre est en droit aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est chancelier des ordres académiques, et donc qui valide les cursus et les formations universitaires, il est en droit d'apporter l'éclairage en faisant par là même une interprétation authentique des règles qui gouvernent l'enseignement supérieur au Cameroun, étant celui qui est habilité par le président de la République à assurer l'arbitrage dans ce domaine. Mais nous ne sommes pas encore là, puisqu'au niveau de l'université, il n'y a pas un conflit. Il n'y a pas encore de développement qui laisse penser que l'intervention du ministre soit nécessaire. Sinon, j'ai la faiblesse de penser que le ministre aurait intervenu depuis. C'est encore une question qui se gère au niveau de l'université. Et la plus haute autorité de l'université, c'est le recteur. Alors, aucune législation pour le moment n'encadre ce cycle de doctorat professionnel. La CRTV, dans le cadre du dossier du 20h30 demain, essayera d'apporter un peu plus d'éclairage, autant que faire possible, sur cette affaire qui a cours à l'université de Yaoundé 2, même si le docteur Richard Macon ne voudrait pas qu'on s'étende davantage sur le sujet, qu'on parle d'une affaire. Nous en parlerons demain sur les antennes de la CRTV. Madame, monsieur, nous marquons un autre arrêt. Nous marquons notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Inès Magoum. Le chef de l'État a soufflé sur sa 85e bougie le 13 février dernier. Occasion pour les jeunes du Fundi d'appeler à sa candidature pour les prochaines présidentielles. La nouvelle est contenue dans Cameroun Tribune qui rend compte du méga meeting de soutien organisé par ces jeunes rassemblés au sein du mouvement des Amis de Paul Biya. Ces jeunes souhaitent voir le président de la République rempilé au moment où les candidats au sénatorial se lancent dans la course. Le MRC et l'AFP déclarent forfait, relevait également le quotidien Le Messager mardi dernier. Selon le journal, les partis du professeur Maurice Kamto et d'Alice Sadio fustigent l'absence dans le collège électoral des conseillers municipaux. Mutation choisit de s'arrêter sur la décision des élus de l'UPC, tendance Bapop-Lipop, de voter pour le RDPC. Ce ne sera pas le cas de l'UDC, confirmation dans les colonnes de la Nouvelle Expression qui titre « L'UDC investit ses candidats ». Le parti aurait déjà opté de compétir dans les régions du littoral et de l'Ouest, nous dit le journal. Le journal de Marie-Claire Nana en profite pour rappeler aux partis politiques que près de 10 000 électeurs sont concernés par les sénatoriales et que 81 bureaux seront ouverts sur l'ensemble du territoire national. Toujours dans la même perspective des sénatoriales, le quotidien Le Jour, lui, dit tout craindre du risque sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Alors que les sénatoriales se préparent encore, les présidentielles 2018 font déjà parler d'elles. Et le grand absent de cette présidentielle, selon Cameroun Tribune et Repère, ce sera John Frondi, président du SDF. Pour le bi-hebdomadaire Repère, Frondi jette l'éponge. D'après le journal, la commission d'investiture du parti n'a pas reçu la candidature du chairman à la date butoir.
d'où cette décision issue du Conseil national exécutif du parti de le mettre hors course. Autre nouvelle cette semaine, c'est l'enlèvement du sous-préfet de Batibo dimanche dernier dans la région du nord-ouest Cameroun. Le sous-préfet de Batibo enlevé, titrait la Nouvelle Expression et Le Messager de mardi dernier. Les deux journaux sont revenus sur les circonstances du drame en parlant d'une abomination commise par des individus jusqu'alors non identifiés. Le quotidien Mutation parle d'un 11 février noir en zone anglophone. Après avoir levé les soupçons sur la présumée mort du sous-préfet la veille, le jour choisit le 14 février de dresser le portrait de Marcel Namata, dit-elle. Selon son épouse et ses proches, nous dit le journal, ce serait un chef de terre réputé loyal et téméraire qui a encore beaucoup à donner. Et maintenant, nous parlons de politique, parlons des sénatoriales qui auront lieu le 25 mars prochain sur l'ensemble du territoire national. Philippe Soie, baromètre communautaire, a consacré un dossier de 5 pages au sujet cette semaine, dossier intitulé sénatorial Paul Biya et le casse-tête des sénatoriales. Pourquoi un casse-tête? Pourquoi pensez-vous que c'est un casse-tête pour le président de la République? C'est un casse-tête parce qu'en un mot comme en mille, le seul véritable électeur ici, c'est le président de la République, d'une part, le président du RDPC, d'autre part. Tout le reste, ce ne seront que des figurants. Comment ça? Parce que le président va se dédoubler pour être dans les 81 centres de vote? Non, parce que la géographie du corps électoral est telle que le seul acteur véritable de ce scrutin, c'est le RDPC. Or, vous avez remarqué que le RDPC a choisi de ne pas faire de primaire, mais de procéder par des investitures via le comité central. Mais en fait, la personne qui tranche, parce que le comité central fait un travail de tri, mais le dernier arbitrage, c'est au niveau du président national, du président Paul Biya. Pendant ce temps, la Constitution accorde au président de la République, n'est-ce pas, la prérogative de désigner 30 sénateurs. Donc, en fin de compte, il est, de notre point de vue, le seul qui va véritablement décider qui siège ou non cette année, n'est-ce pas, au Sénat. Mais là où il y a un casse-tête, c'est compte tenu du contexte, à la fois social, politique, qui fait en sorte que vous avez par exemple les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans une situation particulière. S'il maintient les sénateurs actuels, il y a fort à parier qu'une frange de la population considère qu'elle n'est pas écoutée, compte tenu, n'est-ce pas, de la clameur qui monte de ces régions-là. S'il les changeait, on pourrait en faire des sécessionnistes ou en tout cas des partisans, n'est-ce pas, des revendications qui sont portées. Ça, c'est un premier casse-tête. Vous avez les régions du centre et de l'est qu'au RDPC, on considère comme le socle granitique du parti. Sauf que ces derniers temps, on a eu des revendications assez surprenantes portées par les partisans du Fundi d'une part, par les élus de l'Est d'autre part, qui demandent donc une attention particulière. Compte tenu des porteurs de ces revendications-là, cela appelle à reconsidérer, de mon point de vue, l'élite politique de ces régions. Là encore, c'est un casse-tête. Et les régions septentrionales qui, depuis pratiquement les sénatoriales, vivent dans une insécurité, n'est-ce pas, qui est certes en baisse, mais qui là aussi, je crois, demande un certain nombre de décisions. Il s'agit du renouvellement du personnel politique, tout simplement. Voilà. Jean-François Chanon, on parlait du RDPC tantôt, mais également, il y a des partis politiques qui ont choisi de ne pas s'engager dans cette course-là, le MRC et l'AFP. Notamment, quelle lecture vous faites de cette décision de ces partis politiques-là? C'est un choix politique pour le MSC. Le MSC a 19 conseillers municipaux, une partie à Douala et une partie à l'ouest. Donc, vous voyez, les sénateurs sont élus sur le plan régional, hein, donc par les conseillers municipaux. Donc, pour eux, ils ont choisi bon, c'est pas intéressant d'y aller. Le souhait du MSC, c'était ce qu'ils avaient déjà formulé il y a 5 ans. C'était de voir organiser avant cela une élection. On est en politique, quoi. C'était pas un problème de droit, puisque
organiser les municipales avant les sénatoriales. C'est-à-dire pour au moins, compte tenu de leur présence sur le terrain, pouvoir espérer avoir des conseillers municipaux pour y aller. Bon, le mandat des conseillers municipaux s'achève le 23 septembre prochain. Donc, il y a Paul Biya donc déjoué les pronostics un peu qui pouvaient y avoir. Le président a-t-il déjoué les pronostics ou alors il a été légaliste jusqu'au bout, Simon Meyanga? La loi, oui, je reviens à vous dans quelques instants, le temps pour moi d'introduire Simon Meyanga sur la question. La loi dit que le président doit convoquer le collège électoral pour ce qui est des sénatoriales 40 jours avant l'expiration du mandat en cours. Est-ce que le président aurait pu faire autrement? Non, le président est légaliste. Il est légaliste, il a respecté les délais. Il tenait à respecter les délais, sinon le mandat des Je rappelle que les dernières élections ont eu lieu le 14 avril 2013. Voilà, tout à fait. Et que les sénateurs en fonction sont entrés en fonction, je crois, le 14 mai. Donc, compte tenu de ces délais-là, le président de la République a tenu à respecter ces délais. Il n'a déjoué aucun pronostic. C'est entendu, je redonne la parole. Le mandat des conseillers municipaux pour jusqu'au dernier jour du 23 septembre prochain. Simon Meyanga, c'est entendu. Je voudrais que Jean-François Chanon puisse terminer son propos. Non, c'est-à-dire que quand j'ai dit déjouer les pronostics, c'était les pronostics des partis de l'opposition qui ont des conseillers municipaux. Pour eux, ils espéraient, je vous dirais, vous serez bien d'accord avec moi quand j'ai dit qu'il a déjoué les pronostics. Pour eux, il était question de renouveler d'abord les conseillers municipaux avant d'aller. Mais maintenant, j'ai donc précisé que le mandat des conseillers municipaux s'achève le 23 septembre 2018. Donc il y a encore beaucoup de temps pour eux et tous les actes qui sont légaux. Mais en fait, il y a un jeu politique pour un souhait qui est légitime. On est en politique, je me disais bien qu'on n'est pas en droit. C'est-à-dire que politiquement, ils estimaient que si c'était possible, bon, que le président puisse le faire. C'est-à-dire qu'ils auraient une carte pour eux, mais pour eux, même aussi, le fait de ne pas y aller, c'est de souhaiter que le RDPC ait d'abord les 70 députés, sénateurs, complètement. Pour pouvoir le railler? Non, oui, un peu pour dire que, bon, mais écoutez, le Sénat d'ailleurs, ça sert à quoi? Au Sénégal, on l'a élevé. Ça, c'est une position. C'est un point de vue. Maintenant, et puis, vous savez un peu dans la loi, ce qui est un peu étonnant, et ce qui, la loi est la loi. Si le président nomme encore 30, il en nomme. Donc, il peut en distribuer. Comme il l'a fait récemment, il nomme même dans des partis d'opposition. Il dit que toi tu es sénateur, toi tu ne l'es pas, toi tu es. Comme il a fait un peu avec l'UDC. Il y a un sénateur suppléant qui s'est retrouvé là-bas, alors que son propre parti n'avait pas pu avoir de sénateur. Il est suppléant. Il y a d'autres partis qui n'ont même pas de conseillers municipaux, qui n'ont même pas de mairie à gérer, qui ont des sénateurs, l'ANDP par exemple. L'ANDP avec d'autres qui n'ont pas. Mais le président, dans ce que lui confère la loi, cette loi qu'on peut critiquer, mais elle est là. C'est noté. Et Richard Macron, comprenez-vous les arguments du MRC, les arguments qui ont été avancés par le MRC qui semble dire que les dés sont pipés? Le MRC est cohérent avec lui-même et tous les partis politiques qui décideraient d'aventure de ne pas aller à l'élection seraient tout aussi cohérents. Les jeux sont faits d'avance. Le président de la République est le premier électeur et le premier sénateur. Le président de la République décide totalement en ce qui est de l'élection sénatoriale, tel que mon ami Philippe vient de le démontrer avec justesse. Et donc, de ce point de vue, sans revenir déjà sur les règles en matière de désignation et d'organisation du Sénat qui sont les règles les plus uniques qui soient. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que le Sénat, la définition du Sénat, c'est une assemblée législative élue. Et donc quand vous avez dans la même chambre 70 personnes qui sont supposées être passées par une élection et 30 personnes qui sont désignées, ça viole déjà l'idée et le principe, la philosophie même de ce que c'est qu'un Sénat. Le Sénat
joue du point de vue téléologique une fonction extrêmement importante. C'est une finalité de démocratisation de la scène, c'est un jeu de participation au progrès, au développement, c'est l'idée de partage, c'est l'idée de solidarité et de représentation de façon plus ou moins équitable de toute la collectivité. Et donc quand ce jeu est faussé, cela entache même le rôle et le travail du Sénat. Nous avons un Sénat aujourd'hui qui est monocolore, au-delà des quelques individus qui ont été désignés ici et là, ce sera le même jeu qui se fera à l'issue de ce scrutin. Quand vous n'avez pas de conseillers municipaux, ce qui constitue aujourd'hui l'essentiel du collège électoral, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et donc, le souhait de la plupart des partis politiques, dans l'idée véritable de la consolidation de notre démocratie, c'était même l'organisation des élections pour les conseillers régionaux, pour qu'on ait donc un collège électoral plus ou moins renouvelé, au moins en partie, puisque le président de la République, lors de sa prestation de serment en 2011, avait pris sur lui de dire que toutes les institutions qui avaient été prévues par la Constitution seraient mises en place à la faveur de ce mandat. On a vu le Conseil constitutionnel. Il a parlé de la décentralisation qui devrait... Voilà, on a vu le Conseil constitutionnel qui est arrivé, on avait bon espoir que les régions seraient finalement mise en place et que la haute cour de justice qui elle aussi attendue sera finalement mise en place. Moi je voudrais simplement sortir en disant que c'est une occasion manquée. Parce que la démocratie, c'est pas simplement la règle de la majorité, mais c'est aussi le respect, d'ailleurs même aujourd'hui de plus en plus dans le nouveau constitutionnalisme, la protection de la minorité. On a besoin d'un Sénat qui transpire quand même une certaine équité. Une certaine représentativité, alors, qui va manquer à cette chambre. Alors Simon Moyanga, je vous ai vu cligner de la tête tout à l'heure, pour conforter son leadership et crédibiliser cette élection, de votre point de vue, le RDPC qui, ma foi, n'a pratiquement rien à craindre, aurait-il pu organiser des sénatoriales plus équitable, comme vient de le dire le docteur Richard Makon? Je vais vous répondre. Mais je suis étonné qu'on parle d'équité. Il n'y a pas d'équité en politique, dans les batailles politiques. Mais nous venons d'où? Lorsque nous allons à l'élection municipale de 2013, sur 360 communes, le RDPC est sûr de gagner sur au moins 300 communes. Parce qu'il est seul en course. Parce qu'il faut éviter les arguties qui sont développés ici pour parler d'équité. Parce qu'il est seul en course, faute d'adversaires. Les autres adversaires, pourquoi? Parce que, un, le RDPC est le seul qui a l'ancrage national, c'est le parti qui est partout. Deux, il est le seul qui présente des candidats dans toutes les 6 constitutions. C'est le parti Non, laisse-moi, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Qui présente des candidats dans toutes les 6 constitutions, y compris celles qui sont difficiles. Donc, et qui est le seul qui va à toutes les élections parce que les autres attendent l'élection présidentielle. C'est normal qu'ils boycottent parce que pour eux, le pouvoir, c'est à la présidence de la République. Or, pour le RDPC, le pouvoir, c'est dans les communes, c'est au Sénat, c'est à l'Assemblée nationale, c'est enfin à Étoudi. Non, on est dans l'intégration. C'est le parti État. S'il vous plaît. Vous l'avez reprendre. Est-ce que vous allez reprendre? On est dans l'interaction. Alors, je ne comprends comprends pas d'où vient cette affaire d'équité. Quelqu'un a dit, nous avons un Sénat monocolore. Que faut? Le SDF a bien un groupe parlementaire au Sénat. Et il y a bien d'autres formations qui sont représentées au Sénat. Gracieusement offert par le RDPC. Ça, c'est les faits. Vous comprenez? Est-ce la faute du RDPC si lui, il a présenté des candidats partout dans les 360 communes et qu'il a été seul et sûr de gagner sur les 300 communes? Est-ce la faute du RDPC si les autres attendent seulement l'élection présidentielle? Aujourd'hui, on dit, oh, on aurait pu quand même d'abord mettre les conseillers régionaux en place. Je vais vous répondre. En quelques secondes, parce que nous qu'est-ce que les conseillers... Il faut le laisser répondre. S'il vous plaît, on lui donne toute la parole. Pour élire les conseillers régionaux, qu'est-ce qu'il faut? Il y a 2 représentations. 1, les représentants des délégués des départements qui sont élus par les conseillers municipaux. 2, les représentants de la chefferie traditionnelle, donc de l'autorité traditionnelle, qui sont désignés par leur père. Là aussi, on allait nous dire, le collège électoral, il est faussé. Et ensuite, les régions. En quelques secondes... Les régions demandent quoi? Il faut les moyens. Aujourd'hui, les textes n'ont pas encore dit quel est le profil du conseil régional. Quel est les moyens qu'ils vont utiliser? Vous parlez depuis 30 minutes, monsieur Meyenga. Ils vont... Je suis obligé de vous répondre. Quels sont les moyens? Si bien que la seule entité qui peut parler même tout seul. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Qui peut parler tout seul, laissez-le parler. Jusque-là, Simon Moyanga, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que pour crédibiliser davantage cette
élection pour lui donner une coloration moins, je vais dire quoi, moins partisane, moins monocorde? On aurait pu ouvrir davantage? Est-ce qu'on aurait pu... C'est ouvert. Est-ce qu'on aurait pu initier des outils pour pouvoir la crédibiliser davantage? Elle est crédible. Elle est crédible, ça je refuse qu'on dise qu'elle n'est pas crédible. Vous voulez donc dire que les gens veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé? Non, le RDPC, lui, récolte ce qu'il a semé. Monsieur, nous allons marquer notre arrêt. Monsieur Simon Mayanga, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Il faut le laisser parler, il a soif de parler, laissez-le parler tout seul. Pour écouter le président du conseil, permettez-moi de lancer cet élément, le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe, qui nous parle donc de cette élection de ces sénatoriales-là et de leur organisation. C'est un challenge pour le conseil électoral parce que ça nous permet maintenant d'arrimer nos actions directement avec le conseil constitutionnel qui est déjà en place. Il y a certaines choses qui, dans le contexte de l'application du texte, qu'il va falloir que nous travaillions ensemble pour qu'il y ait concordance de vues pour éviter le contentieux électoral. Je voudrais assurer la presse nationale et internationale que les élections auront bel et bien lieu le 25 mars. Toutes les dispositions ont été prises. Les collaborateurs, les membres du conseil viennent de rentrer du terrain et nous avons eu un conseil de plein droit qui a permis d'évaluer la situation sur le terrain et je crois que tout le monde est au beau fixe. Retour sur le plateau et nous retrouvons dans quelques instants Agnès Solange Abessolo pour les unes du lundi. Agnès Solange, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, madame, monsieur. Encore des échos de la course de l'espoir de samedi. La politique avec les prochaines sénatoriales et un round-up de quelques projets structurants qui font donc la une des journaux de ce lundi 19 février 2018. C'est le journal L'Essentiel qui donne donc le ton ce soir et rassure. Kribi démarre pour dire bientôt, le 1er mars prochain. Une précision du périodique qui poursuit que le premier bateau commercial accoste au port de Kribi le 1er mars. Il contient, dit-il, 8500 conteneurs. L'Essentiel salue aussi et encore les prouesses des champions de la course de l'espoir de samedi dernier. Godlove Batsi Buing et Tata Karine sont donc les vainqueurs connus de l'édition 2018. Le portrait de ces athlètes dans ce numéro. Sénatorial, les candidats attendent les investitures. Camer Presse fait le point dans certaines régions où, écrit l'hebdomadaire, les tensions se font déjà ressentir. L'hebdo focalise son attention sur la délégation permanente du comité central pour l'extrême nord. Il rapporte que le délégué permanent n'a pas encore su accorder les violons autour d'une liste de son parti, d'où ce titre assez ronflant. Cavaille Guédibril claque la porte d'une réunion à Marois. Avec le financier d'Afrique, c'est le partenariat public-privé qui fascine la rédaction. De ce côté, à la une, le gouvernement et le JICAM se concertent. Le bio-hebdomadaire décrypte les bons points de ce partenariat en page 3. Éco-santé zoom sur la performance d'un allié, celui qui s'illustre désormais comme étant l'un des meilleurs journalistes santé, selon nos confrères qui dressent le portrait de Joseph Mbeng-Boum. Les unes des journaux que vous allez retrouver, Lucrèce, et vous également en kiosque tout au long de la journée du 19 février 2018. Bonsoir. Bonsoir et merci Agnès Solange Abessolo. Messieurs, nous sommes presque parvenus au terme de cette édition de Scène de presse. La bataille est ouverte pour les investitures. Au RDPC, sa bataille dure. Oui, ça ne bataille pas dur, mais les investitures, je l'ai dit, elles sont un mode prévu par les textes de base. Compte tenu des délais, on n'avait que 15 jours pour désigner des candidats. Le problème, c'est pour le RDPC, c'est de choisir les meilleurs candidats pour nous représenter. C'est entendu, Simon Mayanga. 9528 électeurs.
C'est donc là le collège électoral pour ces élections. On espère que d'ici là, on aura la liste définitive le 22 février. On aura la liste définitive des candidats à cette élection. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Au menu ce soir, Université de Yaoundé 2, pas de thèse professionnelle. Le recteur de cette université déclare nul et de nul effet déclare nul et de nul effet la thèse de doctorat PhD en droit public soutenue par Gilbert Ngomou le 8 février dernier à la faculté des sciences juridiques et politiques. Cette décision fait couler beaucoup d'encre et de salive, d'autant qu'elle met en scène deux éminents enseignants. Comment et pourquoi en est-on arrivé là? Les invités de Scène de Presse s'essayent à quelques réponses. Sénatorial 2018, le choc des ambitions. À quelques jours de la date limite de dépôt des candidatures à Elekam, c'est le branle-bas dans les partis politiques engagés dans la course au sénatorial. Ils sont 7 sur la ligne de départ, alors que 2 partis, le MRC et l'AFP, se sont déclarés non partants. Scène de Presse questionne ce refus et piste les chances de succès des candidats engagés dans la course. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles, le zooming et le focus. Et maintenant, faisons connaissance avec nos invités du soir. C'est en mode selfie. Je suis Philippe Soa, je suis journaliste, rédacteur en chef de Baromètre communautaire, un journal d'information générale de la zone CEMAC paraissant le jeudi à Yaoundé. Avec déjà plus de 7 formations politiques qui ont annoncé leur intention de participer au sénatorial de cette année, on peut déjà dire que le scrutin de 2018 suscite déjà plus d'engouement que celui de 2013 au sein des formations politiques. Mais en dehors du RDPC, la composition du corps électoral permet de dire que les autres partis politiques courent vers une défaite certaine. Dès lors, on peut se demander quelles sont les motivations réelles qui font de leur engouement à participer à un tel scrutin. Discutons-en tout à l'heure à Scène de Presse. Bonjour, je suis Jean-François Chanon, rédacteur en chef délégué au quotidien privé Le Messager. Mais il y a d'autres partis qui ont des conseillers municipaux qui ont décidé de boycotter cette élection. Je pense au MRC. En fait, le MRC est dans une dynamique politique bien précise. Laisser le RDPC, par exemple, compte tenu de son incapacité à pouvoir contrôler cette élection avec le nombre de 19 conseillers seulement qu'ils ont, de laisser le RDPC d'avoir sa majorité obèse. Ça, c'est une tactique politique bien connue. On en parle tout à l'heure dans le cadre de Scène de Presse que je suis heureux de retrouver. Je suis le docteur Richard Macron, je suis chercheur en sciences sociales. Les élections sénatoriales auront lieu au Cameroun dans quelques jours. Mais déjà, certains partis politiques se sont déclarés non partants à cette importante consultation, au motif que les règles du jeu leur sont défavorables et que l'ordre gouvernant en place confisque l'agenda politique et contrôle seuls les cycles électoraux. Ces partis politiques considèrent que les jeux sont faits d'avance. Je suis de cet avis. Bonsoir, je suis Simon Meyanga, je suis journaliste à la direction des organes de presse, de l'information et de la propagande du RDPC. Je suis également le chef service de la communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun. Sénatorial 2018, le match avant le match. Le RDPC sera de la partie avec la conviction de remporter, sinon la majorité des sièges, mais la totalité des sièges également qui sont mis en compétition parce que le parti est
fort de son étendue, fort de son assise territoriale, fort de la composition du corps du collège électoral qui est constitué de conseillers municipaux, des conseillers municipaux qui sont apparentés RDPC pour la majorité. Voilà, retour sur le plateau de scène de presse pour l'ouverture du débat. Ouverture du débat, surtout sur une note triste. On est toujours officiellement sans nouvelles du sous-préfet de Batibo, Namata Joseph Diteng. Jean-François Chanon, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre journal, Le Messager, s'est prononcé contre ce que vous-même vous qualifiez de barbarie lorsque nous parlons de l'enlèvement de ce sous-préfet. C'est peut-être pas l'expression barbarie, je ne sais pas très bien à quoi ça renvoie. Mais permettez-moi, puisqu'on est dans une note triste, en quelques secondes, de saluer la mémoire d'un grand cinéaste africain qui nous a quittés ce jour, Idrissa Odraigo, burkinabé, qui a fait beaucoup de films, qui a honoré l'Afrique, qui a été étalon Yenenga en 91, qui nous a quittés aujourd'hui. C'était un ami, je me devais au moment d'une prise de parole, et les téléspectateurs de la CRTV le comprendront, que c'est assez bouleversant de perdre un grand monsieur comme celui-là. Et cela dit, je dis, ce n'est pas acceptable que l'on s'attaque à l'autorité publique dans une situation comme celle-là. Tout comme ce n'est pas acceptable que l'on puisse tuer des gendarmes, que l'on puisse tuer des policiers. Mais aussi, ce n'est pas acceptable que des populations dans une crise comme celle-là, vivent dans un stress permanent. Parce que quand on envoie l'armée sur un terrain comme celui-là, l'armée ne va pas caresser des gens. Il y a toujours des morts. Il est peut-être temps que les Camerounais, notamment ceux qui nous gouvernent, comprennent qu'on devrait peut-être trouver une solution rapide par rapport à ce qui n'est plus une crise, mais une guerre en territoire. Ce sont des Camerounais partout. Nord-ouest, sud-ouest, ce sont des Camerounais. Et la grande majorité de ces populations ne sont pas des sécessionnistes. Ce sont des Camerounais qui ont besoin d'écouter leur président, qui ont besoin de voir leur président venir les rencontrer, parler avec eux. Et maintenant, j'ai une pensée particulière pour la famille de ce sous-préfet qui doit vivre une situation de stress horrible en ce moment. Et je pense que ceux qui détiennent ce sous-préfet doivent comprendre que la mission du sous-préfet, qui est une mission de service public, qui est une mission de commandement, d'administrateur civil au niveau des populations, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas lui qui règle ce genre de choses. Il vaut mieux comprendre que remettre ce sous-préfet à sa famille, à ce monsieur d'abord, qui est d'abord un Camerounais, qui est un être humain, remettre ce monsieur à sa famille. Et nous, au Messager, justement, on a donné l'information pour dire que le sous-préfet est introublable. Et nous souhaitons de tout cœur que rien ne lui arrive, qu'il retrouve sa famille et que ceux qui sont censés comprendre la gestion de cette crise, que ce soit les tenants du pouvoir, que ce soit ceux qui pensent qu'ils peuvent créer une république virtuelle, comprennent qu'il y a d'autres Camerounais qui vivent dans le nord-ouest aussi, qui ont besoin d'être Camerounais et que cette situation doit s'arrêter. C'est entendu, Philippe Soie. C'est également votre souhait qu'on retrouve le sous-préfet, mais également que les auteurs de cet enlèvement répondent de leurs actes devant la loi. Je crois que c'est le... Bonsoir, et bonsoir à mes copanélistes, à vos téléspectateurs. Je crois que c'est le minimum que nous pouvons exiger. C'est-à-dire que autant on peut comprendre que certains Camerounais trouvent à redire sur la manière dont l'État est gouverné, sur la forme de l'État et autre chose, autant je crois, comme nous devons tous le savoir, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et ce sous-préfet est un citoyen camerounais qui a des droits, notamment celle de disposer de lui-même, et le retenir contre son gré est un acte grave, n'est-ce pas, contre la Constitution. Et pour lui, qui est une autorité administrative, c'est également une défiance contre les institutions et contre l'État. Je suis d'ailleurs assez surpris que, on va dire, les combattants ou les protestataires en viennent à s'en prendre au-delà des bâtiments qui sont des institutions inanimées, à des individus qui représentent l'État, parce que
je crois que c'est contre-productif pour leur cause. Et ça rend la tâche extrêmement difficile pour ceux qui ne sont pas directement engagés dans aussi bien la revendication et qui partagent au moins en partie, n'est-ce pas, certaines de leurs complaintes. Mais dans ces conditions, ça devient extrêmement difficile, n'est-ce pas, de défendre leur cause. Et je crois qu'ils prêtent le flanc à une aile va-t-en-guerre, n'est-ce pas, au niveau des pouvoirs publics, qui va simplement concourir à rendre la situation beaucoup plus complexe et difficile, n'est-ce pas, à régler qu'elle ne l'est déjà, parce que cela va certainement accroître le risque de dégâts collatéraux. Je parle, et François Chanon l'a évoqué tout à l'heure, des populations qui ne demandent qu'à continuer à vivre sereinement et qui vont se retrouver pris entre deux feux parce que soit on soupçonne qu'elles cachent ou ne livrent pas les auteurs de ces actes, soit qu'elles sont complices. J'espère que les forces de sécurité font tout pour le retrouver, et je l'espère sain et sauf, mais surtout que ces gens ne réussissent pas, comme cela arrive souvent, n'est-ce pas, à échapper à la justice. C'est noté. Il est bien que la justice, n'est-ce pas. C'est noté. Docteur Richard Macon, bonsoir. Bonsoir, madame. J'imagine que vous partagez l'avis de Philippe Soie, notamment en ce qui concerne cet attentat contre l'institution qu'incarne le président de la République. Je partage et je me sens relayé dans les propos qui ont été tenus par mes amis du panel. Cette situation m'inspire trois principales considérations. La première considération est essentiellement sécuritaire. Il y a eu manifestement une faille dans la sécurité qui a permis que cet acte ignoble soit commis. Et ce n'est pas simplement le sous-préfet qui a été touché, qui a été considéré par cet acte. Il y a des populations qui ont subi les conséquences de ces actes et il y a des forces de l'ordre et de sécurité qui également ont été impliquées dans cette situation extrêmement regrettable. La deuxième considération est politique. C'est un attentat qui a lieu le jour du 11 février. Et donc, du point de vue politique, il y a là manifestement une volonté de toucher de façon claire à l'État, à ce que l'État représente dans sa philosophie, mais également du point de vue de ses institutions. Et la troisième considération est essentiellement symbolique. Le sous-préfet, du point de vue de la déconcentration du pouvoir de l'État, représente l'exécutif, mais pas seulement l'exécutif, représente la figure suprême de l'État qui est le président de la République. Ce n'est pas pour rien que communément le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur sont appelés chefs d'État. Ils représentent le pouvoir suprême. Et là, il y a donc une sorte de profanation de la figure suprême de l'État et c'est un attentat au-delà de l'attentat sur l'homme, c'est un attentat contre les institutions. C'est un acte extrêmement grave et je suis tout à fait d'avis avec ce que Philippe vient de dire tout à l'heure. Cet acte qui a été posé traduit la volonté de ces assaillants et de ces rebelles de passer à une étape de plus, mais ça complique aussi tous les efforts de soutien et de considération de leur position. Il y avait dans l'opinion un certain nombre d'individus qui, ne partageant certainement pas la dimension de la lutte armée des actes qui étaient posés, mais comprenaient quand même les complaintes qui étaient celles de ces Camerounais, qui sont des citoyens camerounais, mais qui volontairement aujourd'hui se mettent en marge de la réglementation de la légalité républicaine et compliquent tous les efforts de soutien qui étaient manifestes ici et là dans l'opinion publique. C'est un acte très grave et nous espérons que ce sous-préfet sera retrouvé. Nous imaginons la douleur, le stress
et la situation extrêmement difficile que ces proches doivent vivre en ce moment. Nous voulons simplement appeler nos compatriotes à plus de vigilance, qu'ils comprennent que la situation que nous vivons est une situation extrêmement grave, d'une crise identitaire. On est passé à une crise politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une lutte armée. Et dans une lutte armée, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que de perdants. Alors, vous avez dit tantôt que c'était un acte grave, Simon Muyanga, mais les organismes de défense des droits de l'homme et les relais médiatiques qui semblent souvent très prolixe lorsqu'il s'agit de jeter l'opprobre sur l'État ou sur l'armée camerounaise, semble quelque peu silencieux depuis ces effets, ces actes qui ont été commis depuis le 11 février dernier. Comment le comprendre? Bonsoir Lucrèce, je salue tous les téléspectateurs de la CRTV. C'est le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est ce silence radio. Des ONG, des défenses des droits de l'homme, d'une certaine communauté internationale, qui est souvent, vous l'avez dit, qui sont souvent promptes à critiquer les pouvoirs publics, de violer les droits de l'homme, de faire usage d'excès de force. Voilà que je mets entre parenthèses les symboles de l'État, tels que les bâtiments publics, le drapeau, etc., qui ont été profanés, brûlés, etc. Voilà que les représentations de l'État sont, j'allais dire, assassinées au fur et à mesure. Des gendarmes sont égorgés, des militaires, etc., etc. Je n'ai pas entendu, peut-être que je me trompe, je peux me tromper, que l'on me pardonne si je me trompe, mais jusqu'à présent, je ne me souviens pas avoir entendu une seule condamnation d'une seule ONG, qu'elle soit nationale ou internationale. Nationale, il y en a plusieurs qui prolifèrent, qui sont souvent promptes à critiquer. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je n'ai rien lu. Maintenant, avec ce sous-préfet que nous espérons tous être encore en vie, nous n'avons rien entendu. Donc, c'est donc ce jugement à deux vitesses, ce jugement, j'allais dire, dichotomique, ces analyses qui cachent donc, parfois, nous, quand on fait l'analyse politique, on se dit à qui profite le crime, au service de qui travaillent ces ONG, sont-elles pour véritablement la défense des droits de l'homme? Ok, si tant est qu'on défend les droits de l'homme, l'homme c'est l'homme, qu'il soit du côté du gouvernement, qu'il soit du côté de la population, et moi, je me refuse à dire que le gouvernement est là pour brimer les populations. Non. Tout n'a doyen de la faculté des sciences juridiques. C'est assez grave. Cette lettre dont vous parlez... j'étais d'abord par rapport à vous, en vous répondant par rapport à ce que vous avez dit. Elle parle d'absence d'autorisation d'inscription à la préparation... C'est un ensemble d'accusations très graves vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que c'est un gars supposé être vendeur au marché de Mokolo qui est subitement retrouvé en train de soutenir une thèse. Donc il n'a aucune inscription. Oui, si vous voulez que je parle ici. Selon la lettre du recteur. D'inscription effective, c'est la deuxième raison. Et puis il y a encore un manque d'autorisation de soutenance précise. On se demande donc comment fonctionne l'université de Yaoundé 2. Comment un doyen peut avoir autorisé? Jusque-là, je crois que le procès Magloire Ondoa ne s'est pas encore publiquement exprimé. Peut-être l'enquête, je crois, administrative ou bien même des services de police, puisque c'est une affaire grave, de filouterie, de doctorat. On peut appeler ça comme ça, je ne sais pas si très bien. Vous êtes responsable de vos propos. Non, mais je dis, puisque si le recteur dit que, l'auteur de cette soutenance n'a aucune inscription effective, et 2, il n'a pas d'autorisation de soutenance effective, c'est quoi? C'est de la filouterie de soutenance. Donc, vous voyez une accusation grave comme ça lancée à l'endroit d'un éminent professeur de droit. De la fine fleur qu'on a pratiquement à l'université camerounaise. Quand on l'accuse aussi publiquement, dans l'espace public, ça devient un problème. Moi, je peux être plus sérieux, c'est pour dire que il faut qu'on accepte désormais que ce genre de spectacle n'existe plus dans l'université camerounaise. Vous avez vu les classes... Donc, je termine par là. Juste en quelques secondes, en quelques secondes. Qu'on ne soit pas obligé de mettre dans l'espace public peut-être même s'il y a une faille d'un collaborateur, que ça se retrouve comme ça. Peut-être que la lettre était adressée à son collaborateur qui a donc rendu public cette lettre.
au point d'alimenter les médias. Et docteur Richard Makon a raison de dire que, je ne le paraphrase plus, qu'il n'a pas vent de dire, d'entendre qu'un tel scénario puisse exister. Il a été très pourri dans ses thèmes. Je comprends que, bon, universitaire de son état aussi. On aimerait quand même savoir, Philippe Soie, comment est-ce que cette affaire, je vais le dire ainsi, comment est-ce que cette affaire a pu arriver? Il y a quand même eu une annonce. Il y a quand même eu un communiqué. Il y a eu la CERTIVI qui s'est déployée sur le terrain. Comment se fait-il que le recteur ait appris, comme il le dit dans la lettre, qu'il ait appris cette soutenance-là en regardant le journal? Comment est-ce que vous comprenez cela? Je ne le comprends pas. Je le comprends d'autant moins que entre la lettre adressée au doyen, il y a d'autres éléments. Il y a par exemple l'autorisation de soutenance. Parce que je sais que pour soutenir le candidat, n'est-ce pas? Il y a d'abord l'autorisation d'inscription. Oui, mais enfin, il y a d'abord ce préalable. Oui, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'il est inscrit de manière régulière? Dans l'autorisation de soutenance que moi j'ai lu, celui qui a signé cette autorisation de soutenance indique bien que le candidat remplit les conditions d'inscription sur les 3 ans, plus tous les autres frais administratifs, que son directeur de thèse, le professeur Magloire Ondoa, a apporté un ensemble d'éléments qui prouvent que... Co-directeur. Oui, que le travail de recherche a été fait. Et que c'est sur cette base-là qu'il autorise, et il a transmis cette autorisation de soutenance au rapporteur. Parce qu'après, on a désigné des rapporteurs et c'est pour cela qu'on a constitué maintenant un jury. Donc, je suis étonné que dans la lettre maintenant du recteur, que je retrouve qu'il n'y a pas d'inscription, qu'on a changé la nature du diplôme qui fait l'objet de soutenance, parti d'un doctorat professionnel pour un doctorat PhD. Et l'élément de fond, c'est plus fort, l'absence de fondement juridique. Je me rappelle quand même qu'il y a eu une cérémonie officielle de lancement des doctorats professionnels qui était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier de l'ordre académique. Je m'étonne qu'il puisse organiser une telle cérémonie sans que les services compétents ne se soient assurés que ce diplôme a toutes les garanties légales nécessaires. Je rappelle également que c'est au terme de 3 années de préparation qu'on arrive à la phase de la soutenance. Donc je me demande comment, pendant les 3 ans, non seulement ce candidat, mais tous les autres, parce que lui c'était juste le premier. Et on parle d'une centaine de candidats. Bien. Et donc je crains maintenant que nous entrions dans un sport que nous apprécions au Cameroun, le juridisme. Parce que là, j'anticipe sur la cascade de procès auxquels l'université de Yaoundé va devoir faire face pour des gens qui ont payé régulièrement 1 million de francs quand même là, sur 3 ans, avec 1,6 million, n'est-ce pas? Avec la promesse, n'est-ce pas? C'est environ un peu plus de 4,5 millions que les candidats ont à dépenser. Donc, filouterie pour filouterie, lorsque l'université va se retrouver à répondre maintenant de la filouterie sur cette formation apparemment qui n'a pas lieu, je me demande comment elle va se tirer d'affaire. Simon Moyanga. Je tombe de nu en écoutant les explications. J'ai lu la lettre dans les réseaux sociaux moi également. Même si je reconnais au recteur le droit d'assurer la police académique, la police administrative à l'université, et je pense que c'est cela qu'il est question dans la lettre du recteur qui cite le fait qu'il n'existe pas, en l'état actuel des textes au Cameroun, un doctorat dit professionnel. Il le dit clairement. Un doctorat professionnel, un PhD. Voilà. Donc il le dit. Et il dit également qu'il n'y a pas d'inscription. Il y a qu'est-ce qui est erroné? L'autorisation de soutenance est erronée, etc. Mais c'est très grave ce qui a été dit par le recteur. Et je pense que un homme réfléchi comme le professeur Mikoa ne peut pas prendre sur lui d'écrire à son collaborateur en ces termes-là, en lui rappelant les dispositifs
les dispositions légales et juridiques en la matière. Et précisément si de l'article 12 de l'arrêté du MINESUP du 21 septembre 1999 portant organisation du cycle de doctorat dans les universités d'État du Cameroun. Donc, il lui a rappelé, il a pris ses responsabilités. Je ne suis pas sûr que c'est lui, le recteur, qui a balancé la note qui doit être interne dans les réseaux sociaux, mais au niveau de l'université, il a pris ses responsabilités. Et je pense que c'est pour cela que le doyen qui sait au recteur le droit de regard sur ce qui se passe, sur le fonctionnement de l'université, n'a pas réagi. C'est deux grands enseignants, deux éminents enseignants, qui se sont déjà retrouvés et qui ont trouvé un terrain d'entente. Si tant est que, et ça je refuse de croire ça, Philippe Soa, que le recteur n'est pas au courant des derniers développements en matière d'enseignement de doctorat. Non, il a juste fait quelques rappels. Hein. Donc je pense que le doctorat professionnel a été officiellement lancé. Ils vont trouver un terrain d'entente, mais comme on aime bien la polémique au Cameroun, heureusement que l'université, elle continue à fonctionner normalement. Et je dis même sauf que la position... Ce ne sont pas les Camerounais qui créent cette polémique cette la position même du recteur... Il y a un fait, avéré. Oui. Rien n'a été créé là. Cette position du recteur contribue à donner du crédit à l'université camerounaise et à donner du crédit au suivi de l'encadrement des étudiants. Ce n'est pas ça le sujet. Non, juste pour trancher. Ce n'est pas ça le sujet. Non, vous n'allez pas analyser. Je peux me tromper. Vous avez peut-être la science infuse, mais moi je peux me tromper. Je pense que c'est énervé. Ce rappel à l'ordre du recteur participe de la crédibilisation de la formation au Cameroun. Dans l'université Cameroun. Je voudrais, docteur Richard Macon, vous passer la parole pour que vous nous disiez qui doit trancher et qui peut trancher dans cette affaire. Lorsqu'on sait que, comme Philippe Soa l'a dit, il y a des fonds qui ont été engagés, c'est à peu près 1,5 million, voire 1,6 million par an, dont 4,5 millions pour les 3 ans. Si on parle de 100 étudiants, d'une centaine d'étudiants, on est à peu près à 1,5 milliard de francs CFA qui ont été déboursés par les étudiants. La faculté a pris une partie, le rectorat a certainement pris une partie, ou bien prendra également une partie. Et finalement, on se retrouve, les étudiants se retrouvent, comme on dirait au quartier, au carrefour. Finalement, qui est-ce qui doit trancher dans cette affaire? Qu'est-ce qui doit être fait? D'abord, je souhaiterais dire qu'il ne me revient pas de commenter les décisions qui ont été prises par les autorités universitaires, étant moi-même de l'université. Donc ça, c'est déjà entendu, à la décision qui a été prise. Il a peur, hein? Non. Je suis simplement bien élevé et je respecte les règles administratives qui m'obligent en la matière. Maintenant, il y avait déjà eu, au moment de l'avènement des décrets de 1993, un important débat. Parce que la Constitution est claire en son article 26, alinéa F, sont du domaine de la loi, entre autres le régime de l'éducation. Et donc les décrets qui avaient été pris en 1993 l'avaient été fait en violation de la Constitution. La loi d'orientation de 2000 sur l'enseignement supérieur avait pour vocation à corriger ce vice extrêmement important. Aujourd'hui, si la question du doctorat pose problème, c'est le président de la République, en vertu de l'article 5 alinéa 2 de la Constitution, qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Et donc ce pouvoir de régulation, il peut le déléguer, et comme il le délègue quand il nomme un membre du gouvernement, le ministre est en droit aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est chancelier des ordres académiques, et donc il valide les cursus et les formations universitaires, il est en droit d'apporter l'éclairage en faisant par là même une interprétation authentique des règles qui gouvernent l'enseignement supérieur au Cameroun, étant celui qui est habilité par le président de la République à assurer l'arbitrage dans ce domaine. Mais nous ne sommes pas encore là, puisqu'au niveau de l'université, il n'y a pas un conflit. Il n'y a pas encore de développement qui laisse penser que l'intervention du ministre soit nécessaire. Sinon, j'ai la faiblesse de penser que le ministre aurait intervenu depuis. C'est encore une question qui se gère au niveau de l'université. Et la plus haute autorité de l'université, c'est le recteur.
Alors, aucune législation pour le moment n'encadre ce cycle de doctorat professionnel. La CRTV, dans le cadre du dossier du 20h30 demain, essayera d'apporter un peu plus d'éclairage, autant que faire possible, sur cette affaire qui a cours à l'Université de Yaoundé 2, même si le docteur Richard Macon ne voudrait pas qu'on s'étende davantage sur le sujet, qu'on parle d'une affaire. Nous en parlerons demain sur les antennes de la CRTV. Madame, Monsieur, nous marquons un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Inès Magoum. Le chef de l'État a soufflé sur sa 85e bougie le 13 février dernier. Occasion pour les jeunes du Fondi d'appeler à sa candidature pour les prochaines présidentielles. La nouvelle est contenue dans Cameroun Tribune qui rend compte du méga meeting de soutien organisé par ces jeunes rassemblés au sein du mouvement des Amis de Paul Biya. Ces jeunes souhaitent voir le président de la République rempilé au moment où les candidats au sénatorial se lancent dans la course. Le MRC et l'AFP déclarent forfait, relevait également le quotidien Le Messager mardi dernier. Selon le journal, les partis du professeur Maurice Kamto et d'Alice Sadio fustigent l'absence dans le collège électoral des conseillers municipaux. Mutation choisit de s'arrêter sur la décision des élus de l'UPC, tendance Bapop-Lipop, de voter pour le RDPC. Ce ne sera pas le cas de l'UDC, confirmation dans les colonnes de la Nouvelle Expression qui titre « L'UDC investit ses candidats ». Le parti aurait déjà opté de compétir dans les régions du littoral et de l'Ouest, nous dit le journal. Le journal de Marie-Claire Nana en profite pour rappeler aux partis politiques que près de 10 000 électeurs sont concernés par les sénatoriales et que 81 bureaux seront ouverts sur l'ensemble du territoire national. Toujours dans la même perspective des sénatoriales, le quotidien Le Jour, lui, dit tout craindre du risque sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Alors que les sénatoriales se préparent encore, les présidentielles 2018 font déjà parler d'elles. Et le grand absent de cette présidentielle, selon Cameroun Tribune et Repère, ce sera John Frondi, président du SDF. Pour le bi-hebdomadaire Repère, Frondi jette l'éponge. D'après le journal, la commission d'investiture du parti n'a pas reçu la candidature du chairman à la date butoir, d'où cette décision issue du Conseil national exécutif du parti de le mettre hors course. Autre nouvelle cette semaine, c'est l'enlèvement du sous-préfet de Batibo dimanche dernier dans la région du nord-ouest Cameroun. Le sous-préfet de Batibo enlevé, titrait la Nouvelle Expression et Le Messager de mardi dernier. Les deux journaux sont revenus sur les circonstances du drame en parlant d'une abomination commise par des individus jusqu'alors non identifiés. Le quotidien Mutation parle d'un 11 février noir en zone anglophone. Après avoir levé les soupçons sur la présumée mort du sous-préfet la veille, Le Jour choisit le 14 février de dresser le portrait de Marcel Namata, dit-elle. Selon son épouse et ses proches, nous dit le journal, ce serait un chef de terre réputé loyal et téméraire qui a encore beaucoup à donner. Et maintenant, nous parlons de politique, parlons des sénatoriales qui auront lieu le 25 mars prochain sur l'ensemble du territoire national. Philippe Soie, baromètre communautaire, a consacré un dossier de 5 pages au sujet cette semaine, dossier intitulé sénatorial Paul Biya et le casse-tête des sénatoriales. Pourquoi un casse-tête? Pourquoi pensez-vous que c'est un casse-tête pour le président de la République? C'est un casse-tête parce qu'en un mot comme en mille, le seul véritable électeur ici, c'est le président de la République, d'une part, le président du RDPC, d'autre part. Tout le reste, ce ne seront que des figurants. Comment ça? Parce que le président va se dédoubler pour être dans les 81 centres de vote? Non, parce que la géographie
du corps électoral est telle que... pas commencer avec la présence des militaires sur le terrain. C'est que justement, Richard l'a dit, il y a eu une gradation, une gradation dans ce conflit qui fait qu'aujourd'hui, certaines populations sont prises en otage. Le président l'a bien dit, tout est clair maintenant. Lorsqu'on a tué des gendarmes, on continue à tuer des gendarmes. Et voilà, tout un symbole, le sous-préfet d'une région, d'un arrondissement qui est porté disparu. Je pense que il n'y a pas pire provocation que celle-là. C'est un casus belli qui mérite que les auteurs, s'ils sont retrouvés, et je sais qu'ils seront retrouvés, qu'ils soient châtiés. Messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour reparler de la 11e de la fête de la jeunesse telle qu'elle s'est déroulée aux États-Unis, à Washington. Et c'est une correspondance particulière en zooming dans Scène de Presse. Ce lancement officiel de la 11e de la jeunesse pour la diaspora ici à Washington DC est un événement majeur à double enjeu novateur et enjeu historique. La 11e de la jeunesse est une innovation majeure et pour la première fois nous la lançons dans la diaspora et vous comprenez, c'est un signal fort du gouvernement en direction de cette diaspora pour dire quelle est partie prenante, comme l'autre jeunesse du terroir, au développement du pays. C'est sur le point historique que s'est focalisé son Excellence Henri Etoudi Essomba, ambassadeur du Cameroun pour les États-Unis, lors de son mot de bienvenue au ministre de la Jeunesse et sa délégation. Les propos des jeunes leaders sur la sellette ont tourné autour du vivre ensemble, de la recherche de la paix et surtout de l'invite à l'inscription sur les listes électorales. C'est une occasion pour les jeunes du Cameroun et de la diaspora de s'imprégner du processus électoral. C'est une année électorale au Cameroun et nous pensons que les jeunes peuvent saisir cette occasion pour devenir maire ou député afin de prendre des bonnes décisions pour un Cameroun meilleur. C'est des jeunes qui fondent également beaucoup d'espoir en leur ministère de tutelle. Nous attendons beaucoup d'actions de la part de notre gouvernement pour soutenir ces jeunes ici aux États-Unis, partout de par le monde et bien sûr au Cameroun, à tenir leurs projets d'idées à un fruit et de réunir ce pays que nous aimons, que nous adorons et le voir grandir. Son Excellence Monona Fosso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, a saisi l'occasion pour la politique gouvernementale envers la jeunesse camerounaise de l'intérieur comme de l'extérieur, avec en prime le plan triennal spécial jeune de montant de plus de 200 millions de dollars, annoncé le 10 février 2016 par le chef de l'État. Beaucoup de programmes gouvernementaux existent et vous connaissez le plan triennal spécial jeune doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA et qui aujourd'hui est opérationnel avec ses premiers bénéficiaires, donc y compris les jeunes de la diaspora qui sont aujourd'hui enregistrés à la plateforme à hauteur de 3100 jeunes de la diaspora. C'est sous un air de couleur avec prestations artistiques et surtout remise des prix aux jeunes et associations de jeunes qui se sont distingués dans tous les secteurs d'activité que va s'achever ce lancement officiel de la phase diaspora de la 52e fête de la jeunesse du Cameroun à Washington DC. De Washington DC justement, je suis Théodore Nana. Place à la deuxième une de Scène de Presse. Nous le disions en titre. Le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Mikwachi, a déclaré cette semaine nul et de nul effet la thèse de doctorat soutenue le 8 février par Gilbert Goumou à la faculté des sciences juridiques et politiques dont le professeur Magloire Ondoa est le doyen. Richard Macon, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en milieu universitaire. Que s'est-il passé? Je ne pense pas que ce soit un sujet qui fasse couler beaucoup d'encre. Vraiment? À ma connaissance, il n'y a aucune... Qui défrait la chronique tout au moins? Peut-être dans les médias. À ma connaissance, à l'université, il n'y a aucune autorité universitaire qui s'est exprimée sur la question, ni la tutelle. On n'en parle pas dans les couloirs, on n'en parle pas dans les amphis, on n'en parle pas du tout? Je n'ai pas l'habitude de commenter des bruits de fond.
je suis un analyste qui analyse du point de vue de la phénoménologie ce qui se passe de façon concrète dans la société. J'ai aussi appris qu'il y avait une annulation d'une thèse soutenue à l'université. Et lorsque je me suis enquis, j'ai appris que une thèse qui avait été soutenue, une soutenance qui a eu lieu, a été annulée par le recteur qui officiait ainsi en tant que principal responsable administratif de l'université et la plus haute autorité académique. Et donc, cela ressortit clairement de sa compétence d'annuler, s'il estime que cela est nécessaire, une soutenance qui a eu lieu dans son campus. Maintenant, l'université est totalement calme, le chapitre est apparemment clos, en attendant qu'il y ait peut-être des rebondissements. Non, il y a eu un fait et celui qui est chargé d'assurer la police administrative et la police académique a tranché. Et donc, si la situation perdurait, on serait peut-être à même ou en droit d'attendre l'arbitrage des plus hautes autorités de l'État, mais à ma connaissance, ni les autorités universitaires, ni les enseignants d'université qui vivent dans le campus, aucun de ces corps ou représentants de ces corps n'a estimé qu'il était nécessaire de s'exprimer sur la question. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas un événement particulier. Alors, l'événement, c'était donc le 8 février dernier, cette soutenance qui portait sur le thème « Commande publique et gouvernance au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ». Et cette thèse avait pour président du jury le professeur Bipoun Roum. Alors, Jean-François Chanon, le Messager cette semaine a titré, et je cite, « Le professeur Minkwa désavoue le professeur Magloire Ondoa », fin de citation. Quels sont les éléments qui, selon vous, sous-tendent ou soutiennent, fondent ce désaveu? Mais voyez-vous, il y a une lettre du ministre, du recteur de l'université de Yaoundé 2 qui se retrouve dans les réseaux sociaux, authentiques. On ne sait pas très bien comment c'est arrivé. Une lettre adressée à un de ses collaborateurs se retrouve dans les réseaux sociaux, publiée. Alors, maintenant, on saisit l'affaire au bon, on vérifie effectivement si cette lettre est vraie. On se rend compte effectivement qu'elle est authentique. Elle est authentique. C'est-à-dire que c'est une lettre qui a été adressée au professeur Magloire Ondoa. Non, le journaliste collecte, a besoin des informations. Quand c'est rendu sur la place publique, nous avons le devoir de donner l'information. Que demain, on ne nous taxe pas d'avoir camouflé une affaire qui était devenue déjà dans l'espace public, puisque les réseaux sociaux font partie désormais de l'espace public. On a juste rayé cela, parce qu'effectivement, la tonalité de la lettre, c'est un désaveu d'un de ses collaborateurs qui vraiment vous posez des questions. C'est une très longue lettre qui rappelle un ensemble de faits adressés à un collaborateur direct qui est quand même